Salut à tous, bienvenue, une Alia Story comme on les aime. C'est celle de Daniel Negbi qui est né à Abidjan, qui est passé par l'île Paris et qui est arrivé en Israël. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors bienvenue Daniel Negbi, on est très content de vous accueillir. On vous voit dans les locaux de Studio Qualita, enfin pas Studio Qualita, plutôt dans le hub de Qualita parce que vous cherchez du boulot. Ouais. Voilà. Et vous êtes en Israël depuis 2016. Oui. Et pourtant c'était pas évident comme aventure. Ah oui, il fallait y être. C'est ce qui compte. Alors, mais le chemin a été, on va dire, c'est celui d'une vie entière. Oui, voilà. Donc vous avez grandi dans une famille africaine traditionnelle, on va dire ça comme ça. Oui. Et puis très petit, vous vous êtes intéressé à la Bible. Absolument. Oui. Et vous avez choisi le chemin du protestantisme. Est-ce que j'ai choisi c'est ce qui m'inspirait le plus. Ouais. Qui allait en profondeur dans les textes pour connaître la Torah, la Bible dans son entièreté, oui. Donc vous étiez déjà, on va dire, un peu particulier dans la famille parce que personne n'était protestant, mais ils vous ont quand même suivi. Vous aviez quand même une personnalité assez forte et donc toute la famille a suivi. Quelque chose qui est assez symbolique, c'est une parole de mon père. J'étais pas encore adolescent. Et une fois, j'étais seul avec mon père. Je suis l'avant-dernier de ses enfants. Donc, vous avez combien de frères et sœurs? Je suis cinquième. Nous sommes 6. Okay. Et une fois, mon père, nous étions seuls. Il dit comme ça, c'est Dieu qui donne à l'homme d'avoir des enfants. Jusqu'au jour où Dieu donne à l'homme le fils selon son cœur. Alors, est-ce que à la fois le fils selon le cœur de Dieu, le cœur de l'homme? Voilà, c'était sa manière de... Voilà. Et donc, depuis très jeune, j'ai été toujours celui qui est censé montrer l'exemple. C'était une charge. On attendait toujours beaucoup de moi. J'essayais de l'assumer. Et Dieu merci, ça allait à l'école, ça allait bien. J'étais plutôt parmi les premiers coachs de choses. Oui, on peut dire que vous avez été jusqu'au bac à Abidjan et puis ensuite vous avez été à Lille, à Paris. Vous êtes diplômé. Il y a fait plusieurs universités. Ouais, oui. Vous êtes diplômé de Paris-Dauphine, vous avez fait Sciences Po, enfin vous avez fait plein de choses. Voilà. Donc voilà, c'était comme ça. Donc je me suis senti une personnalité assez. J'aime écouter les gens, mais j'ai toujours été assez indépendant. Mm-hmm. J'écoute. Alors, lorsque je prends mes décisions, j'y vais au fond, quoi. Vous allez au fond. Alors, c'était assez particulier parce que vous me racontiez que lorsque vous entendiez les informations venant d'Israël, qu'elles soient tristes, comme des attentats ou gays, comme c'était pour la célébration d'une fête ou des choses comme ça, vous étiez... J'étais toujours concerné. Ouais. Dans la tristesse comme dans le bonheur, dans la joie. Voilà, c'était vraiment personnel. Je n'avais pas d'influence autour de moi qui pouvait me pousser à cela, qui pouvait m'inspirer, sauf qu'il y a un autre qui inspire mieux que les hommes. Voilà. Et donc c'était comme ça, et j'ai fait le parallèle entre ce que je voyais de la Bible et certaines traditions dont la connaissance est remontée jusqu'à moi en ce moment-là. Dans votre famille. Oui, parce que beaucoup de ces traditions ont été abandonnées progressivement, mais il y a certaines qui étaient restées. Alors, certaines qui étaient restées, qui forcément devaient vous interpeller, comme on va parler de la première, c'est la circoncision qui se pratiquait dans votre famille. Mais un enfant d'âne, son premier signe identitaire, un enfant garçon, c'est le fait d'être circoncis. Oui, parce que fondamental. vous parlez de Dan, évidemment, vous rattachez à la tribu de Dan, vous avez cherché, il n'y a pas de preuves matérielles, concrètes, mais par rapport au vécu de votre famille, à ce qui se pratiquait dans votre famille, vous en avez fait la déduction évidente que vous descendiez de la tribu de Dan. Ce que je ne vous ai pas dit dans notre partage avant qu'on soit au micro, c'est que historiquement, les Danites, disons, la tribu de Dan s'est retrouvée en Éthiopie jusqu'au 15e siècle. Okay. Et lorsque les gens qui sont allés en Éthiopie lire ce qu'ils appellent les annales de l'Éthiopie à la Bibliothèque nationale d'Addis Abeba, c'est les choses qui sont prouvées. Et donc, au 15e siècle,
il y a eu un nouveau rayant éthiopien d'origine qui a voulu soumettre les Hébreux en ce moment-là, un peu comme ça s'est passé en Égypte. Et donc les Juifs, ils n'ont pas voulu subir ça. Donc ils sont partis. Beaucoup ont été... il y a eu des affrontements Bien sûr. Face à la grande armée éthiopienne. Et le gros a pu quitter. Le gros de la communauté a pu partir d'Éthiopie. Il y avait des actes assez miraculeux parce qu'ils n'étaient pas nombreux face à la Armada éthiopienne. Mais ce qui est raconté, écrit même dans ces annales-là, pareil, le chef danite, le chef hébreu de la tribu de Dan, en ce moment-là, parce que les chefs avant, un peu comme au temps du roi David, il ne reste pas loin pour dire aux soldats, aux autres, allez-y, combattre. Il était là. Ouais. Il était là et à un moment donné stratégique, et il était là entouré d'une dizaine d'hommes forts. Et la Armada éthiopienne était autour d'eux. C'était pour, occuper les Éthiopiens. En ce moment-là, le gros de la communauté est parti. Est parti. Est parti où? En Côte d'Ivoire? Ils ont traversé l'Afrique par ce qu'on appelait avant la route des caravanes, qui allait dans différentes régions, transportant les marchandises et les gens. Donc, ils ont traversé l'Afrique en un siècle. Certaines familles sont restées sur le chemin. Tous ne sont pas partis. C'est un siècle. Ils se posent quelque part et après, ils peuvent partir. C'est pas accueillant le lieu et puis après, ils continuent jusqu'à atteindre la région qui a aujourd'hui, par la suite, reconnue comme Côte d'Ivoire au XVIe siècle. Donc ça, c'est les choses qui sont prouvées scientifiquement par les historiens. Et vous, alors avec votre amour, on va dire, de la Bible, vous avez cherché à comprendre pourquoi vous aviez cette étincelle en vous, qu'est-ce qui vous rattachait à ce texte ancestral, et vous avez regardé dans votre famille, et oui, il y avait encore des choses qui existaient. Par exemple, la Nida, les femmes se séparaient de leur mari pendant leur période menstruelle, et ça, c'est bien sûr quelque chose de tout à fait très juif, caractéristique au peuple juif, bien sûr. Et vous aviez même un jour qui s'appelait le sabbat. Oui, moi je n'ai pas connu ça. Non, mais ça dans votre famille, ça veut dire que ce n'est pas forcément vos parents, voilà, mais un peu plus avant. Oui, avant. Ça s'appelle Sabbat. Sabbat, c'est le jour de repos, où les travaux, en général, agricoles sont arrêtés. On continue à faire à manger, par contre. On fait à manger. Et les hommes se regroupent pour discuter, philosopher, échanger, et tout ça. C'est le jour de repos. Voilà. Vous avez le Lévira aussi Oui, le Lévira qui a existé. Ça, j'ai entendu dire ça a existé lorsqu'un frère décède avant d'avoir enfanté. Son frère est obligé, est tenu de... Voilà. Alors, il y a plein de choses. Il y en a plusieurs. Mais voilà. Il y a plein de choses. Il y a aussi, dans les régions rurales, certains offraient des prémices à un sage de la communauté. Il fallait... C'est pas un sage, mais c'est des personnages dont je ne comprends pas bien. Il y a une langue qui s'appelle la langue Dan. Le Dan, je ne connais pas bien, mais bon, pour le peu que je sais... ces personnages-là s'appellent Koné. Koné comme Cohen. Et on les appelle Go ou Godet. Gadol. Voilà. Ce sont des personnages... Il n'y a pas une religion instituée en tant que telle, mais il y a des traditions fortes qui sont là. C'est ça. Donc, bon, alors il y a aussi forcément la première chose qu'on regarde. En général, ce sont les noms, et les noms de votre famille sont assez évidents. Vous avez votre, on va dire, ancêtre qui s'appelait Gideon, vous avez votre mère qui s'appelait Noah, et votre grand-mère qui s'appelait Zé. Voilà, donc forcément, ça vous a interrogé. Voilà. Alors, comment vous avez décidé de quitter le protestantisme, on va dire, et de vous plonger dans le judaïsme? Je vivais en France, notamment à Paris, assez longtemps, et à l'université ou dans les quartiers, j'entendais parler de la cause juive. Il y avait des animations, j'écoutais les radios. Les radios juives? Les radios juives. Radio J. Bah oui, c'est vrai, il écoutait Radio J. Non, mais sérieux. J'écoutais Radio J et ça m'a vraiment intéressé. La manière dont, notamment Guy Rosanovich,
commentait l'actualité et tout ça. Lorsque j'entendais Guy parler, j'ai dit, ça, c'est un vrai fils d'Israël. Okay. Tandis que les autres radios, sympathiques, mais... Pas assez engagé à votre goût. C'était pas assez engagé, voilà. Et j'ai cherché à rencontrer une fois Guy, d'abord au téléphone. J'ai écrit. Et par la suite, j'ai téléphoné. Oui, parce que c'était, en fait, on comprend avec cette histoire que les radios, c'était votre lien, quoi. Parce que vous saviez absolument, pas, on ne sait pas absolument. par quoi prendre le problème. Mais vous avez compris. Bah oui. Vous avez compris. Parce que pas même facile. À Paris, je ne pouvais pas oser me lever puis aller m'approcher d'une synagogue. Vous aviez peur parce que quoi? Parce que vous étiez noir? Je pouvais ne pas être accueilli, les questions de sécurité, tout ça. Donc, je ne me lève pas comme ça pour aller... C'est un autre monde, voilà. Ouais, et donc, les radios, ça me parlait d'Israël. Ouais. Et je recevais le message et je me trouvais en phase avec ce que notamment Guy disait comme commentaire. Alors, on vous a conseillé d'aller dans une synagogue libérale du 15e arrondissement, oui, mais justement, ça ne vous a pas trop convenu parce que c'était trop libéral. C'est le docteur Yves Kamami. Docteur Yves Victor Kamami, qui est devenu après un frère, nous sommes très proches, qui un jour m'a dit, parce que j'avais été Guy, par la suite on s'est connus, il commençait à m'inviter à l'UPJF, je les ai rencontrés, le président Claude Barouche et bien d'autres. Et une fois, à une des réunions, Yves me dit, écoute, si tu veux approfondir ta démarche, les associations c'est bien, mais il faut intégrer une communauté, une synagogue. Et lui, il a dit, bon, alors, va rencontrer, m'a donné le numéro de téléphone. J'ai pris rendez-vous avec le rabbin Kruger du 15e, Haddad Shalom. Et ils sont très sympathiques, moi aussi. Et puis après, à peu près 1 an, je me suis rendu compte que ça ne correspond pas trop à mes attentes profondes religieuses. Ouais. C'était assez libéral. Vous cherchiez l'orthodoxie. Absolument, parce que je suis comme ça. Ouais, vous vouliez les... Je suis, on va dire, libre, ouvert, mais dans la pratique, lorsque ça concerne Hachem, je veux que ça soit posé, quoi, profond. Voilà. Posé, profond, clair et précis. Alors finalement, vous atterrissez à Vauquelin et là, vous adhérez complètement à la communauté. Ça va. À Vauquelin, il y a en même temps le séminaire israélite qui forme les rabbins. Donc voilà, ça vous a plus ça m'a, oui, et puis j'habitais à côté, juste à côté à la rue Claude Bernard. Donc c'était pratique pour vous. C'était pratique pour moi et puis en même temps ça correspondait bien. Voilà. Alors pendant cette période, vous continuez à travailler, j'imagine. Oui, j'ai travaillé, j'ai continué des recherches universitaires. Ouais. Et avec un peu de travail à côté aussi. Vous travaillez dans de grandes sociétés comme je ne travaillais pas dans la société en tant que telle, mais j'étais souvent détaché des laboratoires universitaires. Mm-hmm. Il est arrivé que je travaille sur des projets pour l'aviation d'assaut. Ouais. Mais c'était ce qu'ils appelaient avant du re-engineering, c'est de la réorganisation. Productive, tout ça. Et voilà, donc j'avais des missions comme ça, de charger de projets. Donc votre vie continuait. Oui. Voilà, alors, à un moment, j'imagine que la question de la conversion doit se poser. Parce que voilà, c'est ça. Faire partie d'une communauté sans en être vraiment, c'était compliqué. Je ne faisais pas partie des miens, tout ça. J'ai dit, bon, le temps va arriver. Je vais devoir me convertir. Non, mais je voulais me convertir, pas seulement pour ça, mais parce que ma démarche n'était pas limitée à une circonstance. Je voulais réintégrer mon héritage complètement. Or, je pouvais toujours me dire que j'ai une intimité avec Akadosh Baruch, mais ça veut dire aussi mon peuple transversal. Ouais, vous vouliez faire partie du peuple. Oui, si je restaure mon héritage, c'est pas pour le vivre seul, c'est pour vivre avec mes frères, mes sœurs, mon peuple, voilà. C'est beau. Alors, pourtant, vous n'avez pas voulu vous convertir en France. Vous trouviez que c'était pas logique. C'est pas que ce soit logique, mais je me suis dit, la terre d'Israël existe. L'État d'Israël est là. On a tout maintenant. C'est pas comme les temps passés où, voilà. Donc, il n'y a pas de raison que cet acte qui est pour moi fondamental, je le fasse en dehors de la terre d'Israël. Alors, vous décidez de monter en Israël. Oui. Mais c'est pas évident parce que monter en Israël, vous parliez pas l'hébreu, vous n'étiez pas encore juif. Il faut travailler quand même, il faut gagner sa vie. Vous êtes organisé, comment vous avez fait? Bon, j'ai pris contact, je suis venu une première fois, c'était en 2013. J'ai fait du volontariat. Je suis resté 1 mois. J'ai fait 2 semaines avec... Pour voir si ça allait vous plaire? Oh non, je suis venu à la découverte.
C'était Ok. mon désir. C'était votre désir. Et je vais même vous dire, c'était pas simple. C'était la période où il y avait une grève dans les administrations, dans les ambassades, les consulats. Ok. Et ça a mis du temps, peut-être au moins 3 semaines ou plus, pour avoir le visa à Paris. Pour venir je suis venu en ce moment-là avec un visa touriste. Oui. Et j'ai eu le visa vraiment au dernier moment. Il a fallu fournir toutes les justifications, tous les documents justificatifs, tout ça de la communauté, moi-même et tout ça. Bon, les choses ont été faites dans les règles. Et donc, la session devait commencer dans 2 jours et je suis venu avec un vol. Au mois d'août, ça coûtait très cher et j'ai réussi à avoir avec un de mes amis américains qui se connaissait très bien dans les achats sur Internet. Ouais. Donc, on a eu un prix. Le moins cher qu'on a vu, c'était sur Jordan, Royal Jordan. Ah ouais, ok. Voilà, c'était... Donc, je suis passé par là. Après, les gens me demandent, « Oui, tu as été en Jordanie ?» Oui, mais bon, c'était juste l'aéroport. C'était pour la petite Alors, blague. lorsque nous venions, je vais dire ça, on a passé la nuit dans un hôtel à Amman, à côté de l'aéroport, et puis le matin, vers 6h30, on a embarqué pour Israël. Voilà, pour Israël. Et lorsque, à un moment donné, j'ai senti que nous étions sur la terre d'Israël, pas encore atterri, mais en haut, je vous assure, j'ai ressenti quelque chose de très fort en moi. C'est comme si j'étais arrivé, quoi. C'est comme si j'avais déjà mes pieds sur la terre d'Israël. Et puis, je me dis comme ça, Hachem, maintenant, si tu veux, tu peux me prendre parce que j'ai vu la terre d'Israël. Bon, on espère qu'il ne va pas vous prendre tout de suite parce que vous avez encore plein de bonnes choses. J'ai encore tellement de choses à faire, donc le chemin est encore long. Voilà. Alors, et pourtant, c'était rigolo parce qu'après ce mois de volontariat, vos amis en France vous disaient pars aux États-Unis, t'es qualifié, tu peux faire une belle carrière, tu connaîtras la communauté juive. Puis d'autres vous disaient mais pars en Afrique, Israël développe énormément ses relations avec les pays africains, tu as une carte à jouer. Mais vous n'avez rien voulu entendre. Oui, pour les États-Unis, c'était, il y a les grands lobbies, tout ça, AIPAC, tout ça. Tu peux travailler, ils voulaient me recommander. Te pistonner, On va me pistonner. En Afrique, c'était pareil, la France, en Afrique, tout. J'ai dit, mon choix, c'est Israël. Ouais. Bon, vous n'avez pas choisi la facilité, mais je les écoutais avec sourire. Pour moi, ce n'est pas une question de facilité. Je vais vous dire, ici, à Jérusalem, je suis quelquefois invité dans les familles à Shabbat. Et il y a une famille où il y avait l'époux d'une des filles de la famille qui était là, qui était venue. Et on se découvrait, c'était très sympathique. Et puis, à un moment donné, on parlait en anglais. Et puis, l'autre, il me dit, Daniel, bon, tu vas me répondre. Est-ce que tu es en Israël depuis quelque temps? C'est difficile, tu ne t'attendais pas à ça, c'est trop difficile ou bien quoi, ou comment tu trouves? Voici ce que je lui ai répondu et ce que je vous réponds. Allez-y. Pour moi, ce n'est pas un thème de facile ou difficile. J'ai choisi de venir vivre en terre d'Israël, restaurer mon héritage, vivre sur la terre d'Israël et puis retrouver la terre, retrouver mon peuple sur la terre d'Israël. Donc, les paramètres faciles, difficiles, pour moi, ce n'est pas ça qui compte. Voilà, j'ai voulu venir, je suis venu. Alors vous êtes venu et vous avez passé plein de choses. Hein. Vous êtes d'abord inscrit, après votre volontariat, vous êtes revenu officiellement. Vous êtes inscrit à un ulpan de conversion pour faire les choses dans les règles parce que vous vouliez absolument vous convertir et faire partie de ce peuple que vous aimez. Et ça n'a pas été, évident, pas simple. Et même lorsque vous êtes arrivé au Beit Din, après 2 ans d'études, au Beit Din de Haïfa, les rabbinim n'ont pas été très tendres avec vous. Oui, ils ont... Parce que je n'ai pas caché que j'ai été protestant. Donc, ils sont revenus sur Jésus, ce qu'ils pensent de Jésus, ce qu'un tel pense de Jésus, ce que le rabbin a dit de Jésus. Je dis, bon, moi, je ne sais pas ce que le rabbin pense de Jésus. Et finalement, au mois de juillet dernier, ils ont été assez durs. Ils vous ont demandé de retourner étudier la Torah chez BLP. Oui, bon. La Torah orale. Ils m'ont demandé où est-ce que vous voulez vivre après. J'ai dit Jérusalem. Alors, il faut aller à Jérusalem, t'attacher à une communauté, un rabbin, et étudier. Ils vous ont mis à l'épreuve, quoi. Oui. Bon. Et je suis venu. Vous l'avez fait. J'ai fait, puis j'ai rencontré les gens qu'il fallait. J'ai rencontré le Rav Cherki. Que je ne connaissais pas, mais juste de nom, de réputation. Il m'a très bien reçu. Et nous sommes devenus très, très proches. Et il est mon professeur dans la yeshiva, aussi bien
qu'il est mon rabbin dans sa synagogue. Ouais. Et puis j'ai connu d'autres rabbinim comme Rav Yoel Ben Arosh, vraiment des gens magnifiques. Voilà. Oui, mais on est d'accord avec vous. Donc vous êtes ensuite, après cette petite période probatoire, retourné au Beit Din. Avec les attestations qu'il faut. Ouais. Et là, ça s'est bien passé, je crois. Magnifique, oui. C'était émouvant. C'était très émouvant. Les mêmes rabbinim, les mêmes dayanim, les juges, ils ont été transformés et ça s'est très bien passé. Ils m'ont applaudi à la fin. À la fin, c'était émouvant, c'était très fort. Voilà. Et donc, depuis le 18 novembre 2018, je suis officiellement juif orthodoxe en terre d'Israël. Et ça, c'est le magnifique. Voilà. Ouais. Alors, il est fier, il est heureux. On est fiers pour vous. Vos parents ont bien réagi? Mes parents, pas seulement pour ma démarche pour venir en Israël, ils savent que j'ai des idées, des convictions, une personnalité. Et ils sont plutôt fiers. Ouais. J'ai eu d'autres épreuves dans la vie. Là, ce n'était pas tant que ça une épreuve, mais j'ai eu des épreuves dures dans la vie. Et ils ont réalisé que je m'en suis sorti. Et ils me regardent plutôt comme... Avec fierté. Avec fierté. Et lorsque moi, je vais souvent au Kotel, je prie pas seulement pour moi, je prie pour et ma famille, et ma communauté, et pour Israël, et puis pour le gouvernement, l'État. Voilà. Donc, moi... Vous allez voter pour la première fois, là? Ben, je tiens à voter ce que je vais dire au Misrat. Il faut qu'il me donne vite mon matériel d'azéout aujourd'hui. Voilà, il faut que je veux voter. Je vais voter, ouais. Pour la première fois, ce sera, j'imagine, aussi très émouvant. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce que vous cherchez du travail aujourd'hui. Ben Enfin, oui, vous avez fait toutes ces démarches. Ma connaissance de qualité, j'ai cherché à... Quelqu'un m'a recommandé de prendre contact avec Givaïm. À Gvaïm, et puis, oui. c'est difficile, la session, c'est Tel Aviv, machin, à Jérusalem, c'est encore loin. Et puis, quelqu'un d'autre m'a dit, il faut voir Kalita. Puis, j'étais bien reçu. Puis, je viens souvent travailler sur... Puis, voilà. Donc, profiter du absolument. coworking. L'accueil est vraiment magnifique ici. Les gens sont chèrement... Les gens sont professionnels, naturels, ouverts et disponibles. Et c'est un honneur pour moi d'être reçu, parler comme ça en studio. Ce n'est pas des choses que j'ai calculées auparavant. Voilà. Ouais. Ben, on vous souhaite en tout cas de trouver un job à votre niveau, soit dans l'économie politique, soit au sein du gouvernement. Mais je serai attaché. On ne sait pas, dans une grande entreprise, en tout cas, vous pouvez faire plein de choses. Maintenant que, voilà, on vous souhaite le meilleur. Amen. Voilà, et de vivre en tant que juif sur votre terre. Amen. Bienvenue, Amen. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.